Donc moi je vais prendre la suite, je vais rebondir un peu sur l'idée d'enquête qui était dans le titre de notre panel pour parler de Cicada 3301, pour essayer de voir un peu ce que la littérature des profils a pu nous apporter en tant que lecteur ou lectrice, comment on a pu construire une pratique de lecture et une pratique numérique un peu à partir de ça. J'ai voulu prendre le problème un peu dans l'autre sens en partant de ma pratique. D'abord découvert les profils de fiction avant de découvrir la théorie littéraire. Donc Cicada, c'est un profil, en tout cas c'est une identité rhizomatique en quelque sorte qui se déploie sur de nombreux supports, de nombreuses plateformes, dont le titre est toujours 33.0. Et leur logo étant une cigale, on va appeler ça Cicada 33.0. On y réfère souvent en disant que c'est le jeu de piste le plus célèbre d'Internet, et pourtant on en parle relativement peu quand on parle de littérature numérique. J'étais donc curieuse de voir où est-ce que ça pouvait nous emmener. Vu que c'est une œuvre très éclatée, c'est un peu difficile à retracer. On en a des parties sur des forums avec des messages qui ont pu faire l'objet de captations, de captures d'écran, etc. Il y a aussi un certain nombre de sites, répertoriés ou non. Il y a tout un enjeu de temporalité, c'est une enquête qui s'est déroulée sur 3 ans, et 3 ans c'est long en temps internet. Et enfin, il y a un enjeu de géolocalisation, puisqu'il y a eu des événements localisés dans différents endroits du monde, et encore une fois, c'est pas facile d'être partout en même temps. Mais c'est aussi une œuvre éclatée par les supports numériques qui vont être mobilisés. Il y en a une partie sur 4chan et sur Reddit, mais il y en a aussi une partie qui passait par des CMS, par Imgur, par Tor, des éléments qu'il fallait récupérer sur Dropbox ou encore des mails et des messages vocaux qui étaient échangés directement entre créateuristes de l'œuvre et participantes de l'enquête. On va commencer par un bref résumé des événements et je vais ensuite suivre le déroulement de l'enquête dans l'ordre chronologique auquel on y a eu accès à l'époque. Donc tout a commencé le 5 janvier 2012 par un post sur 4chan, j'y reviens. Le 9 janvier, l'enquête a pris un peu plus de corps, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses en vrai, en dur, à différents endroits, dans différentes villes à travers le monde. Et après ça, l'enquête est revenue tous les ans en janvier, donc en 2013 et en 2014. Si la phase 2 en 2013 commençait sur 4chan, la phase 3 en 2014 commençait, elle, sur Twitter. On va donc commencer en 2012. Mon point va être que j'ai appris beaucoup de choses sur la littérature numérique avec cette œuvre. Et cette première année a permis à beaucoup d'entre nous de découvrir ce qu'était un ARG. Moi, en 2012, j'étais ado, donc je ne savais pas ce que c'était qu'un ARG. J'en avais à peu près aucune idée. Ça a commencé donc avec un post sur le board X, le board paranormal de 4chan. Je vous ai mis à quoi ressemblait le board X il y a quelques temps, qui ressemblait à ça, c'est-à-dire que c'était une image avec un texte blanc sur fond noir. Je vous ai mis une capture d'écran de ce que ça donnait, posté par cet utilisateur dont la seule information identitaire qu'on avait était ce 3301. Un ARG, pour faire simple, pour faire une petite définition rapide de ce que ça pourrait être, c'est des alternate reality games. Souvent, c'est des enquêtes avec une part en ligne, une part IRL, donc dans notre réalité physique. Une part interactive, que ce soit par la création d'une communauté ou par la résolution des enquêtes, des énigmes. Et souvent, il y a ce jeu entre fiction, réalité. Est-ce qu'on joue avec la limite de la fiction pour la faire rentrer dans le réel, ou est-ce que c'est le réel qui est rentré dans une fiction? Et selon les utilisateurs, utilisatrices de la chose, comment on va se positionner par rapport à ça? Donc Cicada 3301, évidemment, c'est un ARG. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais c'est pas que ça. Oui, il y a eu effectivement une communauté IRL et une communauté non IRL qui ont cherché à résoudre l'enquête, et ça répond bien aux éléments, disons, définitoires de ce qu'est un ARG. Mais ça a aussi été une enquête à l'intérieur du code, et je pense que c'est peut-être ce qui rend cette œuvre-là plus intéressante que d'autres. Par exemple, si on ouvrait l'image du message qu'on avait sur 4chan, on arrivait à ce que vous voyez, le texte que vous voyez, qui se terminait par Tiberius Clavius Caesar, qui nous renvoyait donc au code basique de César. C'est un code d'encodage très commun en crypto. Si on décodait le texte qu'on avait, on arrivait à un lien Imgur qui nous amenait à cette image, qui nous disait que donc c'était une fausse piste.
regardez bien ce canard, c'est peut-être pas complètement une fausse piste, parce que si on lit le texte, ça marche pas. La phrase ne fonctionne pas. Donc ça nous dit guess out. Donc on utilise Outguess, qui est un outil qui nous permet d'ouvrir les images pour aller y chercher des paquets de données qui ne seraient pas utiles à l'image, mais qui peut-être auraient d'autres types d'informations à l'intérieur d'eux. Si par exemple on ouvre notre image de canard de tout à l'heure, on obtient ceci, un lien Reddit et un book code. Vous voyez, une suite de chiffres, toujours signés 3301. Ce serait donc la même personne ou la même entité créatrice qui nous cache des choses sur Internet. La suite de chiffres que vous voyez, c'est un book code. Un book code, comme le code de César, c'est un système de crypto assez connu où il y a besoin d'une clé, donc le code chiffré qu'on a, et d'un texte qui va nous permettre d'aller chercher avec les lignes, les pages et les colonnes les bonnes lettres pour reconstituer le texte qui nous intéresse. On avait donc bien notre clé, mais pas notre texte. Si on continue et qu'on va sur le lien Reddit qui était indiqué sur l'image, on obtenait cette image Welcome, de paillasson Welcome. On l'ouvre évidemment avec Outguess et on obtient ce texte-ci. Et vous allez voir qu'il y a une clé PGP. À ce moment-là, généralement, les ados ne savent pas ce qu'est une clé PGP. Moi, au premier titre, j'en avais aucune idée. Il s'avère que ça permet de prouver l'identité de la personne qui fait telle chose. C'est une sorte de super signature, pour faire simple. On continue à ouvrir des choses, donc on arrive à cette espèce de paradoxe. L'enquête a commencé et vit à ce moment-là sur 4chan, qui est le lieu de l'anonymat. Et en même temps, on signe avec des clés PGP qui sont là pour prouver la réalité d'une sorte d'entité, pour prouver que c'est la même personne. Ça commence à être un peu étrange. Si on continue à creuser sur ce Reddit, on trouve ceci. Rappelez-vous qu'on est en 2012. C'est des chiffres mayas, c'était la mode à l'époque. Et si on utilisait la suite de Wigner pour décrypter ça, on obtenait les références d'un livre qui va nous permettre, bien sûr, de décoder le book code. Donc on obtenait un numéro de téléphone. Numéro de téléphone, si on l'appelait à l'époque, ça nous disait ça. Évidemment, on continuait l'enquête, donc on nous demandait des chiffres premiers. Si on reprend l'image du début, on a des chiffres premiers dans la taille de l'image qu'on multiplie pour obtenir une adresse web. Si on va sur cette adresse web, on arrivait sur un countdown. Et à la fin, donc, on avait une cigale et un countdown. Si on l'ouvrait sur Outguess, on avait un nouveau message qui nous permettait de gérer notre attente. Le message nous disait « Good, vous êtes bien arrivés, revenez plus tard ». Si on revenait à la fin de du countdown, on avait la suite de l'enquête. Mais c'est un moment où je voudrais faire une petite parenthèse dans cette aventure pour parler de la gestion de l'attente au sein de cette œuvre-ci. C'est une œuvre très très longue et à plein de moments, il a fallu attendre la suite. Alors d'une part, il y avait cette attente, par exemple quand on a un countdown, c'est entre guillemets facile de gérer notre attente. On nous dit dans 64 heures il va se passer quelque chose, c'est facile de situer dans le temps où est-ce qu'on va se rendre. À plusieurs moments dans la suite de l'enquête, on a eu ces systèmes de dates, mais on a aussi cette question des mails, des échanges, où on avait des réponses, on n'avait pas de réponses, sur les différents forums, et aussi dans la communauté qui essayait de résoudre tout ça. Vous vous doutez qu'on s'y est mis à plein de cerveaux pour comprendre qu'est-ce qu'il fallait faire, pourquoi Outguess, que faire de ce canard. C'était pas simple à l'époque. Et donc il fallait attendre que quelqu'un ait la bonne idée pour résoudre ça. Et évidemment, à la fin, on a eu ces enjeux de retour d'année en année, à date anniversaire, entre le 5 et le 6 janvier, pour reprendre la suite de l'enquête. Mais donc, une fois qu'on a attendu, on avait des coordonnées géographiques qui arrivaient sur le site où il y avait le compte à rebours tout à l'heure. Grosso modo, c'est des coordonnées géographiques qui étaient sur chacun des points rouges que vous voyez derrière moi. Et à ce moment-là, à peu près au même moment, sont apparus à tous ces endroits-là des posters qui ressemblaient à ça, donc notre cigale avec un QR code. Évidemment, sur les forums, tous ceux qui ont pu accéder à ces posters ont fait des photos et les ont envoyés pour qu'on puisse les partager, puisque un même individu ne pouvait pas être dans tous ces points différents en même temps. Le QR code emmenait à de nouvelles énigmes, vous vous en doutez. Je vais passer un peu vite sur la suite, mais ça nous permettait d'avoir des nouveaux book codes qui renvoyaient une disquette. On est en 2012. Il fallait donc trouver quelqu'un qui savait lire les disquettes. On a eu bien de la peine jusque-là, mais l'enquête continue. On commence à approcher de peut-être une résolution.
on nous donne des liens pour aller sur Tor, et après ça, silence radio. À ce moment-là, plus ou moins tout le monde a abandonné l'aventure, on s'est dit bon, ok, en fait ça menait à rien, tant pis, tout ça pour rien, c'est dommage. Sur Reddit, on leakait des mails, il y a eu des fuites comme si peut-être certains avaient eu des réponses, mais rien de vraiment sûr. Ce qui nous amène en 2013 où l'enquête reprend. De nouveau sur 4chan, on a une image du même genre que ce qu'on avait à l'époque. J'étais au lycée, donc j'avais un peu moins de temps pour suivre ça, mais on a une image toujours signée 3301. Vous inquiétez pas, on l'a ouvert sur Outguess pour savoir de quoi il retourne. Autre book code, pareil, je passe un peu plus vite, ça nous amenait à un livre de divination. Et si on arrivait à craquer tout ça, on avait un lien Dropbox qui nous permettait de télécharger, vous voyez mes super captures d'écran, un programme Linux qui, une fois ouvert, donc nous bootait Linux sur notre machine. Beaucoup d'entre nous ont regretté d'avoir ouvert notre boot de Linux sur notre machine, mais nous donnait les chiffres premiers jusqu'à 3301. Et ça se terminait par un message, donc bonne chance, 3301, et le premier code, en fait, c'est un @ ça se voit pas super sur mes photos, mais croyez-moi, qui nous amenait sur Twitter. Sur Twitter, on avait plein de suites de chiffres dans ce genre-là. Ce qui n'était pas le plus limpide, vous voyez qu'il y a plus de 900 tweets. Pas très pratique toujours. Donc, en décodant tout ça, encore une fois, je vous fais grâce des longues discussions sur Reddit pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. On arrivait à un autre Dropbox qui nous donnait accès à 3301.iso dans lequel il y avait un son. Et si on ouvrait les métadonnées de cet instrumental, donc de 761.mp3, intitulé The Instar Emergence, on finissait par trouver cette parabole en faisant un petit X-dump. En décodant ça, on arrivait à retrouver le Gematria Primus, toujours une technique assez classique en crypto. On continuait à outguess des choses, on allait sur Tor pour aller chercher des images qui avaient très peu de sens, on continuait en parlant via Telnet à des machines, en finissant par avoir les bonnes réponses. La bonne réponse c'était hello avec 3 espaces. On arrivait à ce message-ci qui nous envoyait sur un autre lien oignon. Et une fois arrivé là, il fallait ouvrir le code pour voir le commentaire qui nous disait, donc soit on voyait que patience, la patience est une vertu, si on ouvrait le code, on arrivait à voir ce qui veut dire revenez bientôt. C'est bien comme ça, on a tous appris en même temps comment faire des commentaires dans du code, c'est toujours ça de gagner, quelque part. Donc on continue nos enquêtes, on a d'autres liens, on arrive à de nouvelles coordonnées sur lesquelles il y a de nouveaux posters. Cette fois, il faut téléphoner et donner un code d'accès. Le code d'accès, il faut récupérer les chiffres avec le Gematria qu'on a vu tout à l'heure. Et si on continuait à suivre cette piste et à dérouler tout ça, ça nous a pris des mois et des mois, mais quand on arrive à un site pour oignons qui nous pose des questions pour le moins énigmatiques. Par exemple, ici, si vous voulez répondre, en plus on est chronométré. C'est bien, on a 2 minutes pour trouver le sens de ce hit, très bien. Mais une fois qu'on avait répondu, il ne se passait plus rien. Encore une fois, c'était bien la peine de faire tout ça. Donc, des mails auraient leaké qui auraient permis à celles et ceux qui avaient les bonnes réponses de participer à des systèmes de programmation, de nouvelles applications. J'en sais rien, j'ai pas dû répondre correctement à tout ça, moi. Et enfin, en 2014, on observe une certaine baisse de l'engouement. On n'a pas eu de réponse les 2 premières fois. Est-ce qu'on était motivé pour y retourner une 3e? Bon, apparemment oui. Et la question commence à se poser de savoir si on est face à une dérive sectaire ésotérique étrange ou si ça va, c'est juste une blague. En gros, c'était la question. Mon hypothèse à moi, c'est que c'est quelqu'un qui essaye d'apprendre le code aux utilisateurs de Reddit, mais ça, c'est très personnel. Donc, on part sur Twitter avec une image, comme d'habitude, ça ressemble à ce qu'on a déjà vu, vous inquiétez pas, il y a des book codes, on outguess des trucs, on arrive sur des liens oignons qui nous amènent à des tableaux de William Blake, on outguess ça, on trouve des coordonnées, qui nous amène à un site qui n'arrêtait pas de varier. Donc je vous ai mis un petit tableau, il y a des gens qui ont créé tout un wiki pour essayer de traquer les évolutions du site. Basiquement, on avait un texte qui ressemblait à ça et qui évoluait en permanence. Bon, ça fait 3 ans qu'on joue à ça, donc on commence à se dire « Ok, qu'est-ce qu'on va en faire? Quelle est la blague derrière ça ?»
En fait, la blague, si on arrive à le mettre en binaire puis à le repasser en ASCII, c'est qu'on va trouver cette suite de chiffres, enfin de lettres et de chiffres, et c'est le début de l'encodage d'une image JPEG. Vu que c'était 3 fois, on s'est dit qu'il fallait trouver 3 images. Enfin, à un moment, c'était des suppositions dans le vide, hein, mais il fallait trouver 3 images. Ça tombe bien, on va trouver 3 images. Donc on va trouver 3 images, ce qui ressemblerait à une couverture du Liber Primus, cette image Chapter 1, et ce truc avec des runes et des enluminures. L'année d'avant, on avait trouvé le Gematria, donc on se dit, ok, c'est des runes, très bien, c'est une enquête. On a déjà eu le code, on est bon, on va y aller. Donc en Gematria, on obtient tout un tas de mises en garde. C'est toujours signé, on a bien notre signature PGP, donc vous inquiétez pas, c'est bien 3301, qui que ce soit, qui continue à communiquer avec nous. Pas de panique, on fait des codes, on range des trucs, bref. Bon, on n'a pas trouvé la réponse, hein. Personne n'a trouvé. En 2014, on a juste arrêté de chercher. À un moment donné, ça menait nulle part. J'ai pas été capable de chercher rétrospectivement si quelqu'un était arrivé à quelque chose. Beaucoup de pages ont été documentées. On a actuellement 58 pages du Liber Primus. Toutes ces pages sont des enquêtes et des choses à décoder, avec plus ou moins de niveau de complexité. Là où ça m'intéresse, c'est qu'on a appris qu'il pouvait se passer des trucs littéraires et artistiques sur les réseaux. On pouvait utiliser ces supports-là pour ça. On a appris à décoder des trucs, et on a appris plein d'éléments de code et de fonctionnement informatique qu'on n'aurait probablement pas exploré autrement. Et je pense que c'est là que réside un des principaux intérêts et ce pourquoi on continue à s'intéresser à Cicada 3301. Parce qu'au-delà du mystère irrésolu, ce qui est toujours intriguant et on veut toujours savoir qu'est-ce qui se passe à la fin, en fait, ça permet de mettre en pratique tout un tas de savoirs concrets du numérique. Ça a permis pour ma génération d'apprendre plein de choses sur la sécurité informatique. Parce que c'est là qu'on a appris qu'il ne fallait pas aller sur Tor sans aucune protection de son ordinateur. C'était pas une bonne idée. Mauvais chemin. Qu'il fallait pas ouvrir n'importe quoi, sinon ça bootait Linux et on était bien embêtés. Bref, on a appris des choses. Il y a eu des relances en 2015, il y a eu des relances en 2016. Ça n'a pas donné grand-chose. On était fatigués, on est vraiment désolés. À un moment, on a laissé tomber. Si vous avez de l'énergie, si vous voulez faire une thèse là-dessus, ça m'intéresse. Si quelqu'un veut percer ça. Moi, j'aimerais rapprocher ça un peu d'une forme d'éducation populaire. Parce qu'on n'a toujours pas percé qui était 3301. Et je vais terminer là-dessus, vous inquiétez pas, j'ai fini. On ne sait pas qui sont ces gens, qu'est-ce qui leur a pris de faire ça. Une des hypothèses principales à l'époque était de se dire c'est sur le dark web, c'est forcément des méchants. Soit c'est une secte, soit ils veulent kidnapper des gens intelligents pour faire du trafic d'organes de cerveau. Probablement pas. Tu étais encore là pour parler, donc ça va. Moi j'ai échoué en même temps. Tu sais, je m'en sortais pas, donc peut-être que j'étais pas la cible. N'empêche qu'on a appris plein de choses. Je vous ai mis une petite liste à l'écran. On a participé tous ensemble et on a appris qu'on pouvait faire communauté pour s'informer sur la crypto, sur la langue, puisqu'il fallait traduire plein de trucs à plein de moments. On a découvert des tableaux, des textes classiques, y compris des textes ésotériques, mais aussi des textes militants. On a appris à faire des lignes de commande, on a appris ce qu'était l'ASCII, ce qui ne m'a servi à rien jusqu'à faire une thèse à la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques. Finalement, c'était utile. Et on a appris plein de choses sur les littératies du web. Les mails finaux qui ont leaké de personnes qui auraient réussi à répondre correctement aux enquêtes des années précédentes pointeraient plutôt un groupe militant qui essaye de montrer que l'information devrait être libre. En gros, ce seraient des Linuxouzes très libristes qui veulent absolument que tout soit ouvert et nous prouver qu'on peut le faire, qu'on peut passer cette marche technologique et développer une compétence numérique qui va nous permettre d'être libres sur Internet. J'aimerais bien croire que ces mails qui ont leaké sont vrais. On ne sait pas. Il y a eu quelques témoignages, c'est tout ce qu'on a et je pense que c'est quelque part le plus intéressant. On ne saura pas qui est 3301 et c'est peut-être ça l'intérêt des profils. Parfois, on peut tracer, par exemple, pour les œuvres que vous présentez à Nolwenn, on a une équipe derrière qui va parler, qui va documenter. Moi, je crois que j'aime bien ne pas savoir qui était derrière ces œuvres-là et garder le souvenir d'un mystère qui m'accompagnait sur mes années lycée, ce qui est quand même pas rien. Et on a fait communauté autour de ça, on s'est posé la question et on a appris ensemble, et c'est peut-être le but
des réseaux sociaux, de faire circuler cette parole.